Bonjour, je m'appelle Benjamin Navet et je suis un supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire dans 2 livres que j'ai subtilement intitulés « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à ceux qui partagent la même passion que moi. Bonjour Jean-Christophe Meurice. Bonjour Benjamin. Peux-tu premièrement nous dire qui tu es ? Alors, je suis Jean-Christophe Meurice, je suis metteur en scène de théâtre et réalisateur de films depuis maintenant 2005. Donc voilà, d'abord j'ai créé ma compagnie Les Chiens de Navarre en 2005 et voilà, je suis rendu à 12 spectacles et j'ai fait 4 films dont 3 longs métrages et le dernier, Les Pistolets en plastique, est sorti en juin dernier. Et mon spectacle La vie est une fête continue de tourner en France et dans le monde. Et alors j'ai cru comprendre que tu es supporter du Paris Saint-Germain, mais tu n'es pas du tout parisien ou francilien de naissance en tout cas. Non. Ouais, alors tu as bien entendu, je suis bien supporter du PSG, et comment dire, mais effectivement, moi je suis né à Vannes, en Bretagne, dans le Morbihan, autour d'une... je suis né en 75, donc je suis resté au moins 18-19 ans en Bretagne, avec beaucoup de supporters autour de moi du FC Nantes, de l'AS Rennes, de Lorient peut-être. De Lorient, ouais, Lorient, mais dans les années 90 c'était pas ça encore, Lorient. Et le Stade Brestois. Bon, c'était surtout moi le FC Nantes, mais moi j'aimais déjà secrètement le Paris Saint-Germain depuis alors je sais pas si on peut commencer dans les premières questions, mais depuis cette première finale de Coupe de France que j'ai vue en 83, j'avais donc 8 ans, qui était PSG Nantes, avec 3-2 au final. Avec Borelli, avec son petit baise en main qui embrassait la pelouse. Donc c'était la deuxième fois, parce que je crois qu'en 82 ils avaient battu Saint-Etienne. Et moi, je me souviens d'une très grande émotion et d'un premier amour caché, parce que tout autour de moi, tout le monde était pour l'FC Nantes, mais pas mon père. Alors, si on peut, parce que le football, c'est une histoire avant tout de jeunesse et d'intimité. Mon père aussi était pour le PSG, étonnamment. Parce que mon père, lui, il était lillois. Donc, il était pour les Dogs, mais il aimait bien Lille, il aimait bien le PSG aussi. Et puis, on suivait Nantes parce qu'on vivait en Bretagne, mais... En vrai, il y avait déjà quelque chose mon père est un grand amateur de football, et il y avait quelque chose comme ça qui infusait déjà. Enfin, j'allais vers mon père. En gros, il y avait 5, 4, 3, 4, 5, 6, 10 oncles qui étaient autour de cette finale pour le FC Nantes, et moi j'étais à côté de mon père et je chantais sans qu'il l'avoue qu'il aimait le PSG. Et je l'ai bien vu à sa manière de se raidir et d'être content sur le but de Toko, dans les 10 dernières minutes. Et voilà, on était secrètement amoureux du PSG, et ça s'est gardé tout le temps après. C'est ce que j'allais dire, du coup c'était secret ce soir-là de finale. Ton père, il était... Ouais, parce qu'il faut voir les Bretons, hein. Il faut pas... il y a toujours le PSG, c'est pas le club le plus aimé au monde, hein, et notamment en Bretagne. Donc il fallait, déjà à l'époque, déjà à l'époque, il fallait rester très discret là-dessus, quoi. Donc parce que t'as 8 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, 8 ans, et ça fait partie de mes premières... Le PSG fait partie de mes premières émotions de football. La toute première, c'était vraiment... là, j'avais 7 ans, c'est France-Allemagne. France-Allemagne, demi-finale de Coupe du Monde à Séville. Et là, je me suis rendu compte de toute la tragédie qu'était le football, de toute la capacité émotive qu'était un match de foot, et toute l'absurdité aussi, parce que 22 joueurs sur un terrain qui courent un ballon, ça n'a aucun sens, c'est absurde, c'est idiot. Et en même temps, s'il y avait une autre civilisation qui viendrait nous examiner, il serait face à une énigme, en disant ils construisent des maisons, ils ramassent la terre, ils se nourrissent et tout ça. Mais par contre, on a un truc bizarre avec cette civilisation, c'est qu'ils se rassemblent dans une enceinte à plus de 50 000 personnes, et ils hurlent et ils pleurent autour de gens qui courent après une forme ronde. Et c'est beau, parce que ça brave l'absurdité de la vie, le football. C'est-à-dire, pour le coup, ça nous donne des émotions, mais c'est basé sur l'absurdité, quoi. Donc, France-Allemagne, moi je l'ai vu avec mon grand-père qui balançait des oranges en criant salaud de Bosch, parce que évidemment, mon grand-père... Sur la télé, il a balancé sur la télé. Il a balancé sur la télé dès que Schumacher... Non, il y a eu Rummenigge qui a marqué, il balançait des oranges, ma grand-mère criait arrête Jean, il criait salaud de Bosch, vous allez encore... Donc il y avait vraiment une énorme tragédie qui se jouait, et alors qu'un quart d'heure avant, c'était une joie extraordinaire. C'était les commentaires de Thierry Roland qui disait, pour la première fois de nos vies, on va en finale de Coupe du Monde après le but de Alain Giresse.
Et là, je me suis dit, de toute façon, le football, on est dedans ou pas. Enfin, c'est un truc d'enfance. Et moi, je suis né vraiment avec ça. Et là, tu as compris qu'un match n'était jamais fini aussi. Ah ouais. Alors là, ouais. Non, mais cette génération, moi, je suis dans 75, qui... elle a été tout de suite biberonnée à la plus grande des tragédies de l'histoire du football pour les Français, c'est France-Allemagne. Donc, effectivement, à partir de là, il y a... Ouais, on a tout de suite le sens du spectacle, quoi. Enfin, c'est-à-dire, voilà, il se passe quelque chose. Et surtout, on est né, nous, ce qui représente aussi le PSG pour moi, on est né avec un certain romantisme du football. L'équipe de France de l'époque et le PSG aussi, d'une certaine manière, et qui reste pour moi un club romantique. C'est un certain romantisme. Un certain romantisme, c'est-à-dire, on peut être les magnifiques losers. Voilà. Je sais pas si c'est un bon début pour parler d'un transfert de PSG. Les magnifiques losers. Magnifique pas tout le temps, loser pas tout le temps, mais les deux ensemble, ça peut le faire. On y reviendra d'ailleurs. Alors justement en 83, donc tu regardes la finale PSG Nantes à la télé, et ensuite comment tu restes ou comment vraiment tu deviens supporter du PSG depuis la Bretagne? Moi j'écoutais la radio, parce que moi de manière radiophonique. J'avais toujours une oreille sur le PSG, je regardais tous les résumés sur Téléfoot. Voilà, je suis resté après regardant sur plusieurs clubs, dont le PSG. Après, effectivement, j'ai regardé. Alors en vrai, moi je dois toujours rester dans quelque chose de personnel, mais effectivement après moi j'ai vu 93, la fameuse le match contre le Real Madrid, j'ai vu 95 quand ils ont gagné la Coupe des Coupes, après il y a eu un suivi qui était télévisuel, moi j'allais pas au parc parce que j'y étais pas, je suis arrivé à Paris en 95-16. Ouais, donc l'année 96 où le Paris Saint-Germain gagne la Coupe d'Europe. Ouais, voilà. Et moi, je suis arrivé dans ces années-là. Et là, ça a été mes premiers pas au parc. Mais donc, j'avais 20 ans. D'accord. Et tu as fait le même voyage d'ailleurs que plusieurs joueurs du PSG de l'époque qui avaient joué à Brest avant de venir à Paris. Ah oui. Il y avait Bernard Lama, David Ginola, Vincent Guérin. C'est vrai. Et du coup, toi, tu suivais pas du tout le Stade Brestois à l'époque. Non. J'avais vu quelques matchs au Stade Brestois, mais c'est vrai que effectivement, j'ai suivi Ginola. Alors justement, ça répète le titre de ma bio. J'ai suivi Ginola. C'est un bon titre, même de spectacle ou de. Quels sont justement, alors on a parlé, tu étais supporter jeune loin, et tu arrives à 20 ans à Paris. Ouais. Quelles sont tes premières émotions avec le Parc des Princes, avec le PSG? Ça met du temps parce que c'est vrai que si on parle de mon histoire, je suis obligé de rentrer dans un truc un petit peu personnel, mais ça me dérange pas parce que ça fait. C'est que mes parents ont divorcé, mon père s'est tiré et étant un éperdu. Amoureux de ma mère, il était très blessé et il a dit puisque tu me quittes, je quitterai aussi les enfants. Donc je vous raconte tout ça parce que pour moi qui avait à l'époque le divorce c'était en 91, j'avais 15-16 ans et quand il est parti et il nous a un peu j'ai un frère et une sœur, il nous a abandonnés. Et donc moi après mon père je l'ai revu qu'une fois, il est mort en 2018, je l'ai revu qu'une fois entre 2 ou 3 fois entre 92 et 2018. Et donc, je raconte tout ça là parce qu'il y a eu une période où j'ai, vu que le football était lié à mon père, il y a eu une période entre 93 et 98 où le football, je l'ai un peu, moi aussi, abandonné. C'est resté un peu, mais c'était comme une colère. C'est comme une manifestation d'une colère contre mon père. J'ai plus du tout été supporter de rien, j'ai laissé tomber. Ça a été en plus le début pour moi du théâtre et tout ça. Et donc, alors voilà, j'ai vu quand même le Real, j'ai vu l'épopée, de Paris en 95-96 avec leur victoire, Fernandez et tout ça. J'ai suivi l'Euro 96 avec l'équipe de France nationale. Voilà, mais je regardais plus que d'un œil. Donc j'ai eu 5 ans un peu où j'étais un peu fantôme, où les choses finalement, elles ne se vivaient plus au quotidien. Et je suis revenu finalement, j'avais pas le choix, je suis revenu en 98 quand la France a accueilli la Coupe du Monde. Et là, j'ai repris, le football est revenu. Non mais ça me paraît important parce qu'il y a quand même, dans mon histoire de supporter de football, il y a 5-6 ans qui sont restés comme ça, un long couloir où je suis resté, et c'est quelque chose qui est très émotif, qui est lié à mon père. Mais finalement, tu as fini par revenir. Ouais.
Je suis revenu. Et quand je suis revenu, j'étais, en France. J'étais, à l'époque, j'étais dans le sud en école, mais j'étais à Paris. Et là, effectivement, c'est revenu très fort. Et effectivement, j'ai fréquenté le parc dans les années 2000. Voilà, mais de manière très ponctuelle, de temps en temps, voir un match de championnat, Saint-Étienne, Toulouse, Nice, enfin des matchs de Coupe de France, mais c'était 1, 2, 3 fois, 4 fois par an. Voilà, puis j'ai rencontré un ami, qui est le producteur de mes pièces et de mes films, qui est Antoine Blesson, lui que tu connais très bien, qui est un vieux supporter aussi du PSG, et donc on a travaillé ensemble. On s'est découvert tout d'un coup une très forte amitié pour le football et le PSG. Et lui, après, il m'a aidé aussi à aller souvent au parc. Ça a été la bonne rencontre pour continuer mon amitié avec le club. T'as jamais été abonné au Parc des Princes? J'ai jamais pu. Oui. Ça fait des années que je voudrais. Oui. Mais je cherche dans tous les recoins possibles. Évidemment, je laisse tomber à m'inscrire sur le web parce que mais non, c'est très difficile. Ouais. Aujourd'hui, il y a des listes d'attente. Il y a des listes d'attente, d'où le fait que ce vieux débat, effectivement, on aimerait bien qu'ils agrandissent le parc. On ne devrait pas qu'ils partent, mais l'agrandir. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais et du coup, quand tu vas au Parc des Princes, tu as une tribune préférée où tu vas là où tu trouves une place Ouais, moi, en règle générale, alors je peux être invité maintenant. Enfin, la toute petite notoriété fait que ça peut être agréable que je sois invité. Pas obligatoirement en les tribunes des stars présidentielles, mais que voilà. Mais sinon, moi, avec mon fils, parce que j'ai mon fils aussi, Aristide, qui a Tu lui as transmis aussi cette... Exactement, qui a 16 ans et il en connaît même plus que moi sur Paris, pour le PSG maintenant, aujourd'hui. Ouais. Et donc, on y va toujours à deux. Non, de temps en temps, soit on va du côté de chez toi ou Antoine en 404, dès qu'on peut, mais... Non, j'ai pas de. Je suis content d'aller à Boulogne. Non, je me promène un peu partout là où je peux trouver des places. Ouais. Et à l'époque, au début du coup des années 2000, ouais. T'allais de temps en temps dans les virages ou c'est pas quelque chose qui tombe... Non, j'allais pas dans les virages. Non. Ça me faisait t'as jamais. T'as fait. Vas-y. Ça me faisait un peu peur, ouais. Donc, les années 2000 quand même, quoi. Donc, j'arrivais, j'étais. J'avais pas la même expérience que toi, enfin on se tutoie, comment dire Nina Antoine, donc non je restais tranquille, j'observais, donc oui c'était le mot, j'avais un petit peu peur, je vais pas me mettre tout de suite à Auteuil ou à Boulogne, quoi. Mais... Alors justement, qu'est-ce que pour toi finalement la définition d'un supporter, qu'est-ce que tu donnerais à ce mot? C'est quelqu'un qui chante dans le stade. C'est important de chanter. Parce que c'est pas évident de chanter. Enfin, on se dit, on est adulte. Chanter dans le stade, c'est déjà sortir de soi. C'est dire vraiment, c'est donner tout l'amitié ou l'amour qu'on a pour un club. Et non, mais être supporter du PSG, c'est que ça rentre dans ton quotidien. C'est-à-dire, tous les jours, ça fait partie de ton quotidien. C'est-à-dire... tu suis le club, les blessés, comment ça se passe, les évolutions, les avant-matchs. Et puis après, c'est un rendez-vous émotif toutes les semaines qu'on attend. C'est un ami, quoi, que tu vois 1, 2, 3 fois par semaine, et voilà. Et c'est un rendez-vous émotif. Donc c'est un quotidien, ouais. C'est vraiment. Et puis. Ouais, être supporter, c'est quand je dis un rendez-vous émotif, c'est-à-dire être véritablement affecté des défaites ou véritablement joyeux des victoires. Beaucoup d'émotions. Et ça reste comme ça des jours après, voilà. Donc c'est un rendez-vous amoureux, être supporter. Donc t'es passé de ami à amoureux. Ouais. Ouais, tu sais, entre l'amour et l'amitié, il y a des fois la frontière est fine. La frontière est fine. Et alors justement, comment qualifierais-tu le PSG dont toi, en tout cas, tu serais éventuellement amoureux? Justement, pour moi, c'est un club, je trouve, qui a beaucoup de romantisme. C'est-à-dire, c'est ce que j'aime moi dans les épopées de ce club. Il y a toujours quelque chose. Oui, quelquefois on gagne. Enfin, on a gagné aucune Ligue des Champions, je dois préciser. C'est pas grave, on a déjà gagné une Coupe d'Europe quand même. On a déjà gagné une Coupe d'Europe quand même. Mais il y a quand même toujours, il y a beaucoup de panache, il y a beaucoup de grandes victoires.
et tout de suite après de grandes défaites. Donc il y a quelque chose de l'ordre du romantisme. Pour moi, le PSG est un club encore extrêmement romantique. Quoique le Qatar est arrivé, quoi qu'on pourrait dire, oui, le Qatar est arrivé de ça, mais malgré le fait que Nasser soit arrivé, il y a toujours quelque chose d'extrêmement romantique et de français au PSG. Et ça se maintient, mine de rien. Alors peut-être que la donne changera quand on gagnera une Ligue des Champions, et je l'espère, parce que vraiment c'est la chose la plus importante que je souhaite de manière footballistique. Mais moi je trouve qu'il y a toujours quand même cette le match retour à la dernière Ligue des Champions, c'était pas au Nou Camp, mais c'était contre Barcelone. Montjuic, ouais. Et le symbole de ça, cette espèce de mauvais match à l'aller et ce retour, ça, c'est typiquement le PSG. Et après, ils vont être battus contre Dortmund. Au Parc des Princes, c'est alors que justement on pourrait être d'une efficacité redoutable. On a fait le plus dur. On arrive face à Dortmund qu'on connaît depuis le match des poules et normalement on les a analysés, on les prend, on est plus fort qu'eux et on perd. C'est typiquement une reproduction de France-Allemagne 86 quand on bat le Brésil en 86, l'équipe de France. Je fais cette association là parce que j'ai commencé par ça et tout d'un coup on est prêt à battre avec Platini tout ça l'Allemagne de 86, on est plus fort qu'eux, on perd. C'est ça le romantisme. Alors après, c'est subjectif à chacun. C'est étrange de nommer ce mouvement littéraire, ou de peinture. Mais il y a quelque chose comme ça où oui, il y a des grandes émotions et tout d'un coup, c'est la perte, c'est la défaite, c'est l'échec, c'est la tristesse qui revient toujours. Et donc, tu as comparé aussi, donc, c'est quelque chose de français. Ouais, parce que je fais l'association depuis le début avec l'équipe de France, des années 80. Ouais. Le PSG d'aujourd'hui est un peu ça reste quand même l'équipe de France des années 80 et pour moi c'est la plus belle. C'est la plus belle, l'équipe de France des années 80. Celle de Platini pour moi c'est la plus belle. C'est pas qu'une question de nostalgie, c'est pas parce que j'ai 50 ans parce qu'on se dit voilà. Non, je pense sincèrement que Platini était le plus grand joueur de l'histoire de France. Et puis il était bien entouré. Ouais, il était bien entouré, mais c'était le plus grand joueur. Bien sûr, on a eu des Zidane, on a eu des Griezmann, on a eu des Benzema, on a eu qui sont des très grands joueurs. T'as pas cité Mbappé? Ouais. On peut en parler après. Ou pas. Je sais pas si t'es Mbappé parce qu'il a encore beaucoup de choses à prouver, le garçon. Mais non, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui partagent ton avis sur Michel Platini. Alors peut-être avec Zidane aussi selon les générations, mais en tout cas. Ah oui, moi je pense que c'était le joueur le plus. D'ailleurs, il y a une chose qui est, il a eu 3 ballons d'or. 83, 84, 85. C'est le seul joueur français qui a eu autant de ballons d'or. Et puis c'est l'un des premiers joueurs français, alors l'époque n'est pas la même, mais qui s'est imposé aussi à l'étranger dans un club à l'époque très 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 grand, la Juventus. Évidemment la Juve. Oui. Mais alors justement, tout à l'heure tu as commencé à en parler, mais quelle est ta vision du PSG d'aujourd'hui, du PSG qatari, on va dire, depuis 2010? Est-ce que alors, tu as dit qu'il était toujours romantique à tes yeux? C'est quelle est ta vision du club aujourd'hui? C'est-à-dire que quand même, parce qu'il y a toujours ce truc de se dire un vrai supporter du PSG, c'est plutôt quelqu'un qui aimait l'époque de la charnière Bibard-Janol. Non, c'est pas vrai. On peut aimer Bibard-Janol et aimer Kimpembe, Marquinhos, quoi. Donc parce qu'il y a quand même un avant et après Qatar, ça c'est quand même un truc. Et moi je trouve que l'apport quand même du Qatar est assez, nous a permis, quand même, d'être aujourd'hui dans les 7-8 clubs meilleurs clubs européens. Donc aujourd'hui, malgré le fait qu'il y a une culture française et romantique, c'est quand même très agréable de voir l'ambition de se dire tous les ans on doit gagner le championnat, on doit gagner la Coupe de France et on doit être dans le dernier carré. Donc aujourd'hui, alors je vais pas refaire, tous ceux qui vont écouter ça connaissent l'histoire du PSG, mais on voit bien qu'on passe par plein d'erreurs de la part de Nasser et tout ça. Mais j'ai envie de dire, comme City fut une certaine époque, ils ont fait n'importe quoi et puis tout d'un coup ils ont pris Guardiola qui a fait aussi des conneries au départ et ils l'ont laissé et ça finit ça. Est-ce que Enrique est notre Guardiola, nous ? Ça, c'est la grande question. Mais avec un fond de jeu, une identité adaptable par rapport à l'effectif qu'il a. J'ai l'impression que Campos et Nasser
sont plus sur une ligne du côté bling bling, m'as-tu vu, ils sont en train d'abandonner ça. Alors aujourd'hui, c'est ça, c'est le PSG, c'est complètement extrême justement, c'est que tout d'un coup, soit ils achètent les meilleurs joueurs au monde, ils sont très bling bling et ça prend pas parce qu'ils ont pas la culture, le fond, tout ça. Soit tout d'un coup, ils enlèvent tout et puis il nous manque aujourd'hui des joueurs sur le banc, quoi. Enfin, il y a ce côté encore toujours un peu adolescent. Enfin, pour moi. Voilà, aujourd'hui le PSG ça reste toujours un club adolescent mais avec de belles ambitions, quoi. Vous voyez, c'est vraiment mon ado, parce que Aristide qui a décidé je vais passer le bac S. Bon, c'est un peu le PSG, quoi. Il a des ambitions, quoi. C'est bien, c'est bien. Ouais, non, parce que mais justement, le moi, jour je voudrais jamais que le PSG devienne une machine de guerre. Ça m'intéresse pas d'avoir qu'on devienne le Bayern ou Madrid. Le PSG sera. Je souhaite pas que ce club-là devienne une machine de guerre. Moi, j'ai besoin qu'elle me fasse rêver. Et ce club-là a quand même tout pour me faire rêver. En plus, ils ont un potentiel détestable que j'adore. Enfin, c'est-à-dire, c'est comme moi quand je regarde un film, j'adore toujours les méchants. Bon, le PSG n'a pas du tout un capital sympathie en France. Hein, voilà, c'est comme ça. Mais j'aime bien. Il y a le côté. On est un peu aussi les méchants, quand on a un capital méchant. Moi, je trouve que c'est les plus intéressants dans un film, quoi. Ça, tu l'as senti d'ailleurs, comme tu disais au début, quand tu habitais en Bretagne, quand tu étais gamin, et tu voyais effectivement cette détestation. Il y a toujours eu. On ne sait pas pourquoi. C'est pas qu'une question de Qatar, hein, parce qu'aujourd'hui, on trouve ce prétexte de dire oui, les Qataris. Je trouve ça un peu guignol, quoi, parce que de toute façon, l'argent a toujours été. Magouille depuis tout le temps, enfin que c'est pas parce que et on peut parler de l'Italie des années 90, on peut parler de l'Espagne, peu importe d'où vient l'argent, de toute façon, et quand il y a beaucoup d'argent, il y a nul ne peut régner innocemment, comme disait Saint-Just, donc il y a toujours quelque chose. Non, c'est ce qu'on en fait, je trouve que là effectivement là maintenant on est un peu plus gagnant, un peu plus efficace qu'il y a 10, 15, 20 ans. Peut-être qu'il y a d'ailleurs certains supporters qui ont cette nostalgie-là, qui aimeraient bien revenir à un club qui pouvait être aussi au milieu, ce club qui attendait à la dernière journée de battre Sochaux pour ne pas descendre en Ligue 2. Mais, ou pour se qualifier en Coupe d'Europe aussi. Ou se qualifier en Coupe d'Europe. Mais non, moi je trouve ça super qu'on ait les moyens, le but, c'est de gagner des Ligues des Champions. On le mérite. Et alors, ça sera une consécration ou sera le début d'autre chose si on la gagne? Moi, j'espère le début d'autre chose. Enfin, en tout cas, on aspire tous à ça. C'est ce qu'on attend tous. Bien sûr. Et on le mérite, parce qu'on le voit bien quand même depuis l'ère Qatari qu'on s'approche à chaque fois où on est dans le dernier carré ou des finales. Enfin, il y a quand même... Voilà, affirmons nos ambitions. Ça, Mais par contre, il faut trouver c'est un mélange d'une vraie identité, la culture d'un club et les bons apports. On peut pas leur en vouloir à ce point-là. Bien sûr. Et alors justement, quelle est toi la vision que tu as du club dans 20 ans? Dans 20 ans, on sera en 2000, si je suis bon en maths, on sera en 2044 et j'espère qu'on aura gagné 3 Ligues des Champions. Allez, j'en dis 3, moi. Donc, moi... Alors je peux pas dire, moi je suis là, je parle qu'en stats. Hein. Non, mais combien de championnats on aura gagné, combien de Coupes de France, mais moi je me dis dans 20 ans, allez, on en gagne 3. D'accord, pas mal déjà. Ce serait pas mal, non? Bah oui, déjà, ça me paraît plausible, ça me paraît faisable. Et donc oui, on fera partie des grands Européens, quoi, qui sont constants. C'est-à-dire le but, c'est d'arriver à être un grand Européen et constant dans son palmarès. C'est-à-dire de ne pas faire juste un coup comme l'OM. Plus de 20 ans après. Et alors justement, tout à l'heure, tu parlais du Parc des Princes, que tu aimerais voir plus grand, modernisé. Ouais, c'est juste pour avoir un abonnement. Ouais. Parce que si j'ai un abonnement, on touche pas au parc. D'accord. Non, je parle franchement, quoi. Parce que justement, dans 20 ans, tu vois le club où, par exemple? Ouais, c'est ça. Non, moi, c'est ce que j'allais dire. Je vois le club avec 3 Ligues des Champions, mais est-ce qu'il sera encore au parc? C'est la grande question. Est-ce que d'ici là, on aura déménagé? Voilà. T'habites pas loin de Joinville, par exemple, qui avait été... alors, c'est pas forcément la piste prioritaire, mais qui avait été citée dans les lieux possibles pour un nouveau stade. Ouais. C'est quelque chose qui t'arrangerait géographiquement, mais qu'est-ce que t'en penses au niveau symbolique, au niveau...
Ah bah non, c'est dur de partir du parc parce que le PSG est complètement lié au Parc des Princes. Ça paraît, ce serait très douloureux de partir du parc. Après, il y a une réalité qui est difficile, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de supporters. Et moi, je comprends la direction du fait de vouloir agrandir ce stade parce que ça fait partie, encore une fois, de l'ambition. Enfin, on peut pas leur en vouloir d'avoir des ambitions quand même. Ils arrivent avec du pognon, c'est normal qu'ils aient des ambitions, peu importe si c'est pour leur image ou pas. Donc, effectivement, il faut plus de monde, plus d'abonnés. Donc, l'équation, elle est très difficile parce qu'en même temps, on peut pas esquinter l'histoire du club. Et en même temps, c'est logique d'avoir un peu, ça frappe à toutes les portes là. Et on veut plus du supporter et peut-être aussi à une billetterie un peu moins chère. Parce que là, pour l'instant, on a moins de monde, donc les billets sont quand même très excessifs. Si on avait 15-20 000 de plus, peut-être la billetterie serait moindre, on aurait peut-être plus d'abonnés. C'est une équation quand même difficile. Hein. Pour le coup, l'agrandissement serait peut-être le compromis. Moi, je connais pas, toi, je sais que tu sais, techniquement, je sais pas jusqu'à combien de places on peut agrandir le parc par rapport au périph'. A priori, alors par rapport au périph', effectivement, c'est compliqué. A priori, les études disaient 60 000 à peu près. Il y a aussi un problème d'accès aussi au Parc des Princes, au niveau sécurité, au niveau transport, qui rentre aussi en jeu. Il n'y a pas forcément que la partie architecture du stade, mais il y a aussi la partie extérieure. C'est-à-dire qu'on aurait 15-20 000 de plus, comment dire, ça serait un problème au niveau des transports, ça ? Ce serait à peu près, alors, 60 000, ça fait 12 000 de plus par rapport à aujourd'hui, mais effectivement, c'est un peu compliqué par rapport à l'accès à Porte de Saint-Cloud, à Porte d'Auteuil, où il n'y a pas de parking, où il n'y a qu'une ligne deux lignes de métro. Voilà, mais c'est un débat qui va être vaste, parce que ça fait une secrète opposition entre les anciens et les nouveaux supporters du PSG. Parce que c'est ça, finalement. Bien sûr. Ça fait une opposition secrète. Obligatoirement, parce qu'il y a les nouveaux qui ont envie d'être là plus souvent et les anciens qui tiennent leur place. Moi, je pense qu'il y a le parc, ça focalise, ça cristallise, finalement, un vieux débat entre les supporters. Wow. C'est vrai. Mais oui, bien sûr. Pour revenir au football, toi, tu es un homme de théâtre, tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as créé les Chiens de Navarre, tu es metteur en scène, tu es aussi devenu un homme de cinéma. Est-ce que pour toi, le football peut être classé dans la catégorie des spectacles vivants ? Ouais. Ah oui, complètement, ouais. C'est d'ailleurs pour ça que je trouve que un match est toujours un spectacle dont on ne sait pas la fin. Enfin, je trouve que ça fait partie des rares sports où on ne connaît pas non plus à chaque fois le gagnant. C'est vrai, hein, même quand en Coupe de France, on peut voir Calais rentrer en finale, c'était en 2000, je crois, contre Nantes. Enfin, il y a toujours quelque chose de possible avec le football, ce qui n'est pas le cas de d'autres sports collectifs ou individuels. Je pense au rugby, je pense au tennis, enfin... En règle générale, le plus fort est plus fort. Il y a moins de surprises. Ouais, au football, il y a quand même cette possibilité folle au bout de 90 minutes. Et donc, ça reste toujours un spectacle haletant pour ça, quoi. Puis, de toute façon, c'est toujours ça. Hein. Toutes les classes sociales existent au football. Enfin, on peut très bien jouer dans un terrain du 16e à Paris, comme avec une boîte de conserve dans les favelas. Donc, il y a ce mélange extraordinaire quand même. Tous les possibles sont là dès le départ, même dans l'origine du football par rapport à sa classe sociale. Donc je ne sais plus ta question, mais c'était... non, c'était savoir si effectivement c'était un spectacle vivant vraiment. Et puis moi j'en fais une association parce que moi en tant que metteur en scène, je dois diriger des acteurs. Et souvent je pense à l'entraîneur de foot parce qu'on doit motiver tous les soirs pour une représentation mes acteurs, et quelquefois j'aime bien entendre les entraîneurs parler à leurs joueurs parce que c'est pas très loin ce qu'on peut dire moi tous les jours par exemple après une représentation je fais 1 heure de notes avec mes acteurs pour ce qui s'est passé la veille, comment on remet le couvert pour le soir, et ça c'est un mélange de discours collectif et individuel avec la troupe et chaque acteur, et il y a quelque chose qui est lié de l'ordre de comment motiver les acteurs à être au présent chaque soir, à être bons. C'est exactement ce que peut faire un coach de football. C'est très étroitement lié, comment dire, l'éloge et le vestiaire.
Et toi, justement, dans tes spectacles et même dans tes films, je crois, tu donnes beaucoup d'importance à l'improvisation. Ouais. Tu leur donnes le cadre à tes comédiens, à tes acteurs, et après tu leur dis improviser. Ouais. Finalement, c'est la même chose ce que fait l'entraîneur. Exactement, ouais. Il y a ce qu'on peut faire aussi dans le jazz, c'est-à-dire les musiciens de jazz sont des grands improvisateurs et ils se créent un cadre et ils improvisent à travers ce cadre. Alors moi, je peux faire ça. Alors beaucoup moins maintenant parce que maintenant mes spectacles sont écrits à 90% quand on joue. Mais effectivement, je pars d'écriture de plateau où j'encourage les acteurs à être auteurs eux-mêmes de leurs propres paroles, à être improvisateurs. Et donc, avec Amélie, qui est mon épouse et ma collaboratrice artistique, on leur propose des scènes, des cadres, des situations, et eux, ils improvisent à l'intérieur. Et puis après, on réessaye, on repart, on réécrit ensemble, on fait un ping-pong. Mais c'est exactement ce que peut faire un entraîneur de foot. C'est-à-dire, il propose un schéma, une tactique, une place, un rôle pour chacun. Et à l'intérieur, on n'a pas le choix que d'improviser parce qu'en face, il y a une équipe, comme nous, en face, il y a un public. Puis il y a des joueurs aussi qui sont plus artistes que d'autres et qui arrivent à improviser. Exactement. Et puis il y a des joueurs ou même des acteurs plus techniques. Oui, il y a plein de parallèles à faire entre un vestiaire, un footballeur et les acteurs. Il y a ceux qui aiment effectivement improviser pendant une représentation, ceux qui sont plus techniciens, qui vont rétablir exactement la partition mais d'une efficacité redoutable. Un acteur et un footballeur, ça peut être assez comparable on peut le comparer par rapport à leur histoire, leur esprit, leur manière de créer, leur manière d'être constant, d'être concentré. Ce qu'on appelle l'intelligence de jeu finalement. Ouais, et puis la manière aussi c'est comme les entraînements, de répéter aussi. Je pense qu'il y a ceux qui n'en donnent pas trop aux répétitions, mais qui vont donner beaucoup aux représentations, comme exactement aux entraînements, quoi. Alors après, par contre, moi je suis comme Enrique, je supporte pas les retards. Donc moi je comprends la sanction face à Dembélé. Moi je supporte pas. La seule chose où je peux être comme un entraîneur de foot, c'est que quand on commence à 14h, c'est 14h et pas 14h01. Je comprends. Alors justement, tu as une vision romantique, donc j'ai un peu une idée de la réponse que tu vas apporter. Mais pour toi, le football, du coup, c'est plus une comédie dramatique avec larmes et mouchoirs ou plutôt un divertissement qu'on consomme avec des pop-corn en tribune? Ah non, ouais, le premier, ouais. Ah ouais, larmes et mouchoirs, bah ça c'est lié. En plus, quand on supporte un club, effectivement, il y a un rapport amical, amoureux. Donc qui dit amoureux, effectivement, c'est des émotions. Ouais. Non, l'entertainment avec des pop-corn, ça veut dire qu'on regarderait ça de manière distante, comme on pourrait regarder un autre sport. Non, il y a... ça fait le football et donc le PSG font partie de ma constitution organique. Mais au Parc des Princes ces dernières années, il y avait des gens qui consomment un peu avec popcorn aussi, non? Bah, c'est la rançon de la gloire, ça. Comme tu peux avoir ça aussi à Bernabeu, comme tu peux avoir ça à City, comme tu peux avoir ça à Munich, à l'Allianz Arena. Enfin, tu vois, tu attires, donc, parce que tu as des grands joueurs, tu as une grande équipe, et il y a des gens qui arrivent avec du popcorn. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est la rançon de la gloire. Est-ce que tu as déjà eu envie d'écrire une pièce ou un film sur l'univers du football? Non, mais parce que souvent je trouve qu'au cinéma ou au théâtre, je n'ai pas vu beaucoup de théâtre, mais au cinéma je trouve ça assez décevant en règle générale. Je trouve que justement en étant un vrai passionné de football, j'ai un regard sur la crédibilité de ce que je vois. Et je trouve que Coup de tête de Jean-Jacques Hano avec Patrick Devers, il y a quelque chose c'est le seul film, je trouve, qui reconstitue bien l'ambiance du football. En tout cas, c'est trinquant, enfin au niveau local. Les supporters, les enjeux, le côté. Voilà. Là, c'est une satire un peu noire, hein, et on se moque un peu de tout ça, quoi. Il n'hésite pas, Jean-Jacques Hano, à montrer un peu la bêtise de ce milieu-là. Mais il existe ça, enfin, en même temps, entre les dirigeants, les entraîneurs, les discours aux joueurs en bas de la ceinture, enfin, tout ça, voilà, les rapports de pouvoir et tout. Mais ça reconstitue bien quelque chose, quand même, de cette France des années 80 en Coupe de France. Voilà, mais sinon, non. J'aimerais beaucoup, mais effectivement c'est très dur. D'ailleurs, il faut avoir après c'est très technique, mais il faudrait avoir les moyens, les stades, les joueurs, les énergies. Je pense que faire un vrai film sur le football le plus crédible au monde demanderait beaucoup de moyens financiers, je pense. Si, avec la partie
terrain. Ouais, souvent qu'on a du exactement. mal à retransmettre la chorégraphie des joueurs. Exactement. Et difficile, comme on disait, c'est pas mal d'improvisation, mais il faut aussi une technique. Ouais. Et c'est vrai qu'au cinéma, il y en a qui ont essayé. Bah ouais, parce que souvent on se retrouve à faire du off, quoi. C'est-à-dire que le football est en off, ce que j'appelle en off, c'est-à-dire qu'on voit jamais à l'image. C'est-à-dire on voit les gens regarder le football, je sais pas dans quel film, les agents, les entraîneurs, les joueurs, mais très rarement on n'a pas les images. Et je pense qu'on pourrait arriver à... Non, mais je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais il y a certains films où tout d'un coup on voit des vraies images de basket. Oui. Je pense à un film et c'est assez impressionnant parce qu'il faudrait arriver, si on fait un film sur le football, à ce que le spectateur qui peut être qui connaît rien rentre dans cette émotion-là et pour de la tragédie d'un match ou du suspense d'un match. Et pour ça, il faudrait donc montrer des vraies images de terrain. Et pour montrer des vraies images de terrain, il faudrait des vrais footballeurs. Et pour avoir des vrais footballeurs, il faut beaucoup d'argent. Et j'allais dire, effectivement, il faut aussi... ce qui est difficile, c'est de retranscrire l'émotion des spectateurs, des supporters, qui, dans un film, est difficile à simuler finalement. Ouais, exactement. Donc il faut recréer ce suspense-là. Et pour réécrire ce suspense-là, il faudrait réécrire une tragédie du terrain. Et il faudrait l'écrire, quoi. Et pour l'écrire, c'est-à-dire qu'il faudrait tout chorégraphier. Et chorégraphier avec des vrais footeux. Donc c'est pas pour tout de suite alors. Bah non, mais bon courage à ceux qui veulent le faire, quoi. Parce que sinon ça reste un petit peu superficiel et ça reste des petites ça reste toujours après des satires autour du football, mais qui sont pas, je trouve, les plus lumineuses ou les plus intelligentes. On va faire quelques questions pour terminer. Questions pas de rapidité, mais des questions directes. Est-ce que pour toi, tu pourrais me citer un président du PSG qui t'a le plus marqué finalement depuis que tu es supporter? Ouais, moi je suis le roi d'hésiter. Hein. J'hésite entre Denisot et Borelli, mais je dirais Borelli. Borelli pour ses embrassades, pour l'engouement qu'il y a mis. Il y a mis beaucoup de sa personne. Et puis il était très impressionnant. Ses embrassades de terrain à chaque Coupe de France gagnée, je trouvais ça fou, je trouvais ça fort. Et puis t'étais enfant en plus. J'étais enfant et je trouve qu'il a donné beaucoup à ce club-là. Borelli, moi, pour moi. D'accord, très bien. Et si tu devais me citer un entraîneur? Oh là, ça c'est dur. Et comment dire, moi je pense que ce qu'il y a de plus triste, c'est Ancelotti. Je pense qu'on est passé à côté on voit bien, c'est l'un des plus grands entraîneurs de club au monde. Et je trouve qu'il y a eu une histoire ratée avec Ancelotti. Tu penses qu'on aurait déjà gagné la Ligue des Champions s'il était resté? Bien sûr. Et je pense que c'est notre plus grande erreur, c'est d'avoir lâché ce type. Et c'est quoi? C'est les Qataris qui étaient impatients? C'est lui qui peut-être a voulu partir et s'est servi du PSG comme un tremplin? Après c'est toi qui vas me contrer parce qu'il y a une histoire là-dessus. C'est que comment dire, il paraît que je sais plus qui était directeur sportif de l'époque c'est Leonardo. Leonardo, ouais. Je pense qu'il avait rencontré un autre entraîneur quand ça se fragilisait à l'automne. Et qu'il l'a su Ancelotti, c'est pour ça qu'il s'est tiré. Effectivement, c'est ce qu'on dit. C'est l'histoire, c'est la légende normalement. Mais du coup, on ne sait pas si c'est le club qui effectivement préparait déjà la sortie d'Ancelotti ou si c'est lui qui a pris cette excuse pour dire je vais au Real Madrid. En même temps, ça a été très maladroit du PSG de faire ça, de rencontrer un entraîneur alors qu'on avait le master avec nous. Est-ce que c'était pas déjà l'impatience du début de l'ère Qatari complètement. C'était leur inculture. C'était là, ils apprennent le football, mais au départ, ils ne connaissaient rien au football. Bien sûr. Là, ils l'apprennent. On peut juste reconnaître ça, qu'ils sont en train de l'apprendre. Mais au début, c'était ça. Ils pensaient qu'on allait faire une Dream Team. On avait les bons joueurs. Ouais, non, mais ils se sont pris. Ils pensaient faire un trip NBA, quoi. Enfin, l'équipe américaine de basket. Enfin, les meilleurs, donc on va gagner. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est ça qui est extraordinaire dans le football. C'est pas comme ça que ça se passe. On aurait beau mettre les meilleurs joueurs à chaque poste, voilà, et ils pourraient être battus par Calais. Et oui, et heureusement finalement. Ouais, et heureusement. Comme tu disais tout à l'heure, la différence avec d'autres sports où on peut douter un peu du vainqueur à l'avance. Dans le football, c'est quand même moins le cas. Alors, donc du coup, l'entraîneur que tu retiens, c'est un de ceux qui est resté le moins longtemps. Mais qui a été sans doute j'aurais pu une occasion manquée. Une occasion manquée, c'est celui-là que je choisis. Et alors, encore plus dur, si tu devais me citer un joueur. C'est marrant parce que c'est une même genre de réponse que Ancelotti. Pour moi, le joueur qui m'a le plus marqué dans l'histoire du PSG, c'est Neymar.
parce que je trouve que c'est tu vois, et là même je sens la tristesse monter en moi. C'est comment dire, c'est vraiment une histoire d'amour ratée avec un joueur, je pense. Alors après, tout est subjectif, on peut débattre entre supporters. Je pense que Neymar aimait beaucoup le club. Et que comment dire, sa fin est terrible. Et en plus, moi je trouve que ce joueur-là, quand il n'était pas blessé, comment dire, il était fragile. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Il était fragile physiquement. Quand ce joueur n'était pas, il nous a amené loin. Il nous a amené très. Et moi, j'ai vu des matchs. Enfin, tu l'as vu aussi avec moi. Vraiment, il nous a porté en finale, contre le Bayern. Quand il était là, quand il était là, qu'il était bien physiquement, il nous a porté très très loin, quoi. Moi, j'ai vu faire des courses, je l'ai vu défendre, j'ai vu faire des. Il a eu des phases comme ça sur 3-4 mois, que ce soit en Coupe d'Europe ou au championnat. Tu te disais, il galopait, il défendait, il revenait, il était tout d'un coup un numéro 10, il marquait. Ça a été pour moi le plus grand joueur du PSG. Et ce qui est tragique, c'est qu'on aurait dû gagner une Ligue des Champions avec lui, et qu'en plus, il y a eu une histoire d'amour ratée avec lui, comme on aurait pu avoir une grande histoire, comme on l'a eu avec Paoletta, comme on aurait pu avoir avec Cavani, enfin on peut citer Pastore, tout ça, je trouve ça très triste. Ouais, je trouve ça très triste parce que je crois profondément qu'il aimait le club. C'est sûr que si Neymar avait ramené la Ligue des Champions au PSG, beaucoup de supporters le verraient pas forcément du même œil. Mais il aurait dû être là encore. Enfin, tu vois, il aurait dû être là encore, même s'il rentrait pour 20 minutes, 25 minutes. C'est comme Marco Verratti, quoi. C'est la tête de Verratti quand même à l'aéroport. Quand il part au Qatar. Ouais, c'est dur quand même. Parce que, franchement, bon, il y en a plein comme ça. Enfin, ça, je sais pas pourquoi j'évoque toutes les. C'est comme Thiago Silva, qui part, où c'est dur. Quelquefois, on a été quand même très maladroit avec des joueurs qui aimaient vraiment. Cavani, c'est pareil. Je trouve que les peu de joueurs qui en plus, il y avait du pognon, ça, qui avaient envie de rester, qui aimaient le club, on aurait dû faire attention à eux. Et moi, je pense que Neymar fait partie de ces joueurs-là. Finalement, c'est peut-être aussi un de ceux qui, sur le terrain, improvisent le plus pour revenir. Ouais. Ah ouais, non, franchement, c'était un artiste. Mais non, mais contrairement à Ronaldinho, je crois vraiment que Neymar était vraiment un joueur. Bon, effectivement, c'était un Brésilien, la fête, n'importe quoi, les boîtes de nuit. Mais c'est un Brésilien. Enfin, tu vois, on n'échangera pas là-dessus. C'est des génies du football et en même temps, eux, ils ont besoin de ça, quoi. Le football est lié à la joie, l'impro, donc ça fait partie aussi de la vie. La joie, l'impro, donc c'est la fête. Donc, mais il arrive. Ouais, non, c'est pas comme Ronaldinho. Je crois que Neymar était vraiment attaché au PSG. Je suis sûr que ça fait partie. Il a eu le Barça et le PSG. Et le PSG, ça a été très important pour lui. Et je pense qu'il y a eu des mauvaises interprétations des supporters. Mais c'est mon avis. Je pense qu'il y a des supporters qui seraient pas contents. Il y a souvent autant de supporters que d'avis. Ouais, c'est ça. Ouais. D'où l'intérêt d'ailleurs de ce podcast. Ouais. Si tu devais me citer un match. Ah, ça c'est dur, ça, par contre. Ça, je trouve que c'est le plus dur, ça. Ouais, parce que là, tu penses à tellement de trucs. Tu penses à mon premier match contre Nantes, tu penses au PSG Real de 93, tu penses à la finale. Tu passes à la finale de Coupe de France PSG-OM 2006, tu penses à... Mais néanmoins, si je suis honnête, c'est alors attends, je suis nul quelquefois. C'est 2015, c'est le retour PSG-Chelsea, le 2-2. D'accord, avec les deux buts sur corner. Ouais, Thiago Silva à la dernière minute. Ouais. Et je sais pas pourquoi, déjà pour moi ça a été une très très grosse émotion. Et pour moi c'est le début justement c'est à partir de ce match-là que le PSG a montré un autre visage en disant attention, on voudrait devenir un des cadres européens, et là ils l'ont montré en battant le Chelsea de Mourinho. Est-ce que c'est le match où Zlatan prend le carton rouge? Ouais, exactement. Et moi je trouve que là il y a une révolte que je trouve intéressante, il y a une façon de taper le point, parce qu'ils avaient été battus je crois par Chelsea l'année d'avant avec le but de Dembaba à la dernière minute. Exactement. Et là c'est une façon de taper sur le point et de dire, là en plus c'était à Chelsea, et de taper du point en disant attention, on va être là. C'est l'un des premiers matchs moi où j'ai ressenti, alors c'est encore subjectif, où j'ai senti en disant là maintenant on va être là,
On veut être un grand Européen. Et moi, ce match-là, il a été, je me souviens, c'était une très grande émotion. Et je me suis dit, dans l'histoire du PSG, c'est un match très important. Voilà, mais évidemment, c'est très dur de rêve. Je te dis celui-ci, je pourrais penser à d'autres. Je trouve que, par exemple, le retour la saison dernière, ça a été Montjuïc contre Barcelone. Ouais, ça a été quelque chose. Tu vois, comme ils ont été capables aussi, quand il y a eu le triplé de Mbappé, c'était en quelle année ça? C'était quand ils ont gagné au Barça aussi avec le triplé de C'était le match à huis clos après le Covid. Ça, ouais. Match de gros. C'était le 8e de finale. C'était le 8e. Ouais. Non, mais il y en a plein qui sont souvent liés, plus moi par rapport à la Ligue des Champions, match de... Non, évidemment, la finale de Coupe de France contre l'OM en 2006. Non, mais Chelsea PSG 2015. Très bien. C'est celui-là que je choisirais. C'est noté. Quel serait ton mot de la fin? Est-ce que tu as un message à donner à quelqu'un? À ton fils, à Nasser, à Neymar? Non, ça aurait été à mon fils, parce que je pense qu'il a 16 ans. Effectivement, c'est un énorme supporter du PSG. Il suit tout et ça serait intéressant. Non, c'est plutôt à toi. Ça serait intéressant que tu fasses aussi avec toute la fragilité qu'il y aurait. Je lance la bouteille à la mer. Oui. Fasse un podcast sur les tout jeunes nouveaux supporters. Il a 15 ans. Bien sûr. Et je pense que ce serait intéressant de confronter un 15 ans, un 70. Mais bon, je ne devrais pas faire ton travail à ta place. Mais c'est le Breton qui jette une bouteille à la mer. Ouais, tu devrais aussi podcaster mon fils, quoi. Ce serait intéressant de voir les réponses. Mais le rendez-vous est envoyé et avec plaisir. Merci. Merci à toi, Benji. Merci. Vous venez d'écouter Je suis supporter du Paris Saint-Germain, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'un nouveau supporter.